Nous sommes dans la 4e année, au 335e jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous salue. Pour le rapport quotidien, aujourd'hui nous analyserons Konstantinivka de plus près. C'est ici que se déroule la première phase avant la prochaine grande bataille, attendue sur le front est de l'Ukraine. Nous voyons aussi les bizarreries faites ou décidées par les Russes. Nous voyons aussi quelques indices sur les offensives que l'Ukraine prévoit pour 2026. Chemin court. Au cours des 2 derniers jours, il n'y a manifestement pas eu de rapport. C'est parce que j'ai actuellement des examens pour le master et que, malheureusement, je n'ai plus le temps de consacrer encore 5 ou 6 heures de recherche chaque jour. Le montage et l'enregistrement sont aussi inclus. Vous voyez toujours un reportage de 10 à 15 minutes, mais cela prend tant de temps que je ne peux finir en moins de 4 heures. Mais regardons la situation à Konstantinivka, car ici se déroule actuellement une autre bataille qui reste bien trop souvent ignorée. Peu d'événements récents, mais plusieurs géolocalisations signalées. Observons la situation à Konstantinivka. C'est sur le front est, près de Siversk, à l'endroit déjà examiné. Soledar-Bakhmut, cette ville très connue a souvent été citée dans les rapports, tout comme Pokrovsk, situé dans cet ensemble de localités. Revenons donc à Konstantinivka, l'une des dernières grandes villes sous contrôle ukrainien dans le Donbass. Et ici, la situation a été un peu floue ces derniers temps dans cette zone jaune. On ne sait pas vraiment si ce sont les Russes ou les Ukrainiens qui la contrôlent, probablement les deux ou aucune des deux parties. On peut aussi le dire comme ça. Mais ici, on voit souvent les localisations, montrant que les Russes, Samneti, se trouvent atteints surtout dans ce quartier et qu'ils y ont été repérés. Comme ici avec l'épingle rouge, en même temps, ils attaquent aussi tout autour à l'extérieur. Nous reviendrons plus tard à cet endroit. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les Russes ont également intensifié leurs attaques ici. Par cette route, c'est la route que nous avons observée la dernière fois à l'ouest de Torez. Vous voyez ici, Torez a été conquise par les Russes l'année dernière, y compris toute la zone jusqu'ici devant et aussi cette zone-ci. C'était autrefois une grande poche semi-circulaire qui, je crois, s'est effondrée au milieu du siècle. Là-haut, c'est en quelque sorte l'une des dernières lignes de défense de l'Ukraine, qui se trouve juste avant ce que les Russes définissent comme un front. Ici, un carrefour. 2 routes vont vers la zone occupée par les Russes, celle du nord-est mène à Konstantinivka, ce qui est important. En bleu, nous ne voyons pas de tranchées pour l'infanterie, mais des tranchées anti-chars, donc de grands et larges fossés qui sont protégés sur les côtés ouverts par des remblais de terre. De sorte qu'un véhicule doit d'abord les franchir, ce qui est évidemment déjà une tâche difficile. Après cela, vous tombez dans un trou profond, puis il faut gravir une pente très raide, ce qui devient presque impossible. Ainsi, les Ukrainiens obligent les Russes à utiliser les routes ouvertes. Ce qui a évidemment l'avantage de pouvoir couvrir une petite zone avec peu de force, et, comme je l'ai dit, il ne faut pas beaucoup de soldats pour cela. Si nous nous aventurons plus loin dans l'image, nous voyons qu'au moment de la prise de vue aérienne, il n'existait que 2 tranchées pour les fantassins. De là, il est probable que des pilotes de drones couvrent les accès et que le reste des forces défendent le carrefour. On économise donc des forces pour agir efficacement grâce à une bonne préparation à la défense. Mais à l'est de la ville, la préparation a été différente. Je parle encore de la zone partiellement contrôlée par les Russes. Nous allons examiner de plus près la carte le long de cette rangée de maisons. En bleu, nous voyons donc une ligne de dents de dragon composée de 3 rangées de pyramides décalées, les unes par rapport aux autres. Je les ai déjà montrées dans un précédent rapport de situation. En rouge, les systèmes de tranchées qui suivent. Il n'y a donc pas eu beaucoup de changements, mais les images ont aussi été à peine mises à jour. On observe encore d'anciennes tranchées, de l'ancien style, formant une longue tranchée, ce qui est très problématique. C'est simple, nous ne sommes plus à l'époque de la Première Guerre mondiale. Une ligne de tranchée aussi longue n'a de sens que s'il y a d'autres tranchées derrière et qu'elle ne se limite pas à un couloir aussi étroit. Et pour cela, je dois aussi avoir beaucoup de soldats dans la tranchée, afin de pouvoir la remplir et qu'elle soit défendue à chaque recoin. Devinez combien de soldats défendent une tranchée de cette longueur en Ukraine. Ce ne sont pas des centaines, alignés côte à côte. Ici, il y a en réalité une trentaine de soldats, voire moins, pour défendre cette tranchée. Et maintenant, imaginez que les Russes concentrent leur feu sur un seul point et attaquent un seul segment avec 30 hommes, là où il n'y a peut-être que 5 ou 6 soldats ukrainiens. Si les Russes atteignent la tranchée,
Les Ukrainiens ne peuvent de plus la défendre, faute de renforts, et les Russes circulent alors librement dedans. Il faut donc créer plusieurs tranchées individuelles, décalées et mutuellement couvertes, surtout avec peu de soldats. Regardez ici un obusier automoteur 2000 de fabrication allemande auquel on a ajouté une cage improvisée pour se protéger des drones. L'obusier a d'abord posé quelques problèmes, bien que ce ne soit pas tout à fait exact. Au départ, ce sont les artilleurs ukrainiens qui ont causé problème au canon, pour résumer simplement. Ce n'est pas un canon qu'on pose quelque part pour ensuite jouer à l'aventure ou tirer en continu. Au final, elle convainc surtout par sa grande portée et par le fait qu'on peut entrer dans une position, tirer 3 à 4 coups précis, ressortir de la position, se déplacer immédiatement et répéter l'opération, ou bien se replier à nouveau. Mais les Ukrainiens l'ont utilisé comme une vieille artillerie de campagne des années 60, ce qui a entraîné une forte usure des tubes du canon, car ce système n'est pas conçu pour cela. Ce n'est d'ailleurs pas sa mission. C'est pour donner un contexte, car ce sujet a toujours suscité des discussions. Il est donc agréable de voir qu'ils ont beaucoup changé ces 2 dernières années, et qu'elle soit enfin utilisée comme elle a été conçue et fabriquée pour l'être. L'artillerie, autrefois utilisée en masse par les Ukrainiens, a été en grande partie remplacée par des drones. Un tribunal militaire russe a confirmé que l'ancien navire amiral de la flotte de la mer Noire, le Moskva 1020, a été frappé par des missiles ukrainiens. Nous le savons depuis 4 ans, mais les Russes disaient qu'il avait coulé à cause d'un incendie et d'une tempête, ce qui est évidemment ridicule. Selon Mediasona, les informations correspondantes ont été publiées brièvement puis retirées par la suite. Cela contredit la version russe précédente d'un simple incendie à bord suivi d'une tempête. D'après le tribunal, 20 membres d'équipage sont morts, 24 blessés et 8 portés disparus. Mais voici la partie amusante. Un officier de la marine ukrainienne, absent du tribunal, a été condamné par la Russie à la perpétuité et a payé 29 millions de dollars de dommages et intérêts. On peut alors se demander ce que la satire peut encore faire. De nombreux éléments annoncent déjà une contre-offensive ukrainienne en 1026 surtout, en analysant le langage. Syrsk a déjà affirmé qu'une guerre ne se gagne plus seulement par la défense. D'autres hauts responsables ont exprimé des opinions similaires ces dernières années. Tout a commencé fin 2023, quand l'état-major ukrainien a annoncé que l'année suivante serait axée sur la défense, ce qui a finalement duré 2 ans. Mais maintenant, ils ont également annoncé que le nouvel objectif serait de 50 000 pertes russes par mois. Voyons simplement ce que les Ukrainiens rapportent actuellement comme pertes du côté russe. C'est normalement autour de 1000 à 1100 par jour. Et si l'on regarde cela au cours des derniers mois, il y a toujours eu entre 700 et 1200 pertes, selon l'intensité des attaques russes. Lors de grandes batailles comme Avdiivka, Boudaïda, Bakhmout, elles sont parfois montées en moyenne à 1400 voire 1500, parfois même plus. Actuellement, même lors de la bataille de Pokrovsk, les pertes dépassaient en la normale de seulement quelques centaines d'hommes. Les Russes ont changé leur tactique d'attaque à Pokrovsk. Contrairement aux batailles précédentes, ils infiltrent la ville progressivement avec de petits groupes d'infanterie, sans employer de grandes colonnes d'hommes et de matériel. Supposons que les Russes procèdent de la même manière ailleurs et maintiennent leurs pertes à un niveau relativement bas. Dans ce cas, ils n'auront pas 50 000 pertes par mois. Même avec la nouvelle ligne de défense ukrainienne dans le Donbass, de tels chiffres, surtout mois après mois, sont quelque peu irréalistes. Si l'on veut infliger 50 000 pertes à l'adversaire, il faut aussi en avoir la capacité. Celles-ci ne doivent pas seulement venir de la défense ou d'offensive, ni rester aussi faibles qu'avant. Depuis la contre-offensive de 2023, les Ukrainiens n'ont plus mené de grandes offensives. Ils ont attaqué en petits groupes d'intervention plutôt qu'avec de grands contingents, ce qui est logique vu la situation actuelle avec les drones. Ils étaient en souvent 3 ou 4 véhicules avec leur équipage, cherchant des gains locaux. À Koursk, l'Ukraine a repris une zone presque grande comme Berlin. Ils attaquaient avec des véhicules légers, presque 100 véhicules de combat d'infanterie. Les chars Léopard 2 et MS Abrams n'ont été déployés qu'après, quand Souka était presque entièrement contrôlé. Ici, les Ukrainiens ont eu la chance de pouvoir exploiter un effet de surprise, ce qui, en réalité, n'était pas si surprenant, car de nombreux analystes open source, intelligence et blogueurs du côté russe avaient mis en garde contre cette attaque.
Le général a ignoré la situation. Le service fédéral de sécurité censé protéger la frontière échoue seul, laissant une lourde responsabilité aux conscrits. Cela a aussi été exploité. De nombreux Russes et plus tard Nord-Coréens étaient présents et ont participé à de nombreuses attaques. Et celles-ci ont aussi été coûteuses en pertes. Les Russes ont certes subi de lourdes pertes, mais rien qui s'approche des 50 000 par mois. Et cela en plus d'une bataille qui se déroulait sur le principal théâtre d'opération. Donc lorsque l'Ukraine fait de telles annonces, elle les suivra aussi d'actions. La seule question est de savoir combien d'efforts cela nécessitera et si cela en vaudra la peine. Une offensive entraîne aussi des pertes, car son but principal n'est pas de causer des pertes à l'ennemi, mais d'atteindre un objectif plus important. Libération de territoire, conquête de position et contrôle des infrastructures. Au vu des propos actuels côté ukrainien, on peut supposer qu'en 2026, les gains quotidiens russes dépasseront peut-être quelques mètres. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne, l'équipe Algo, ainsi qu'au lieutenant-colonel Rennecke, Robert Stiller, Dietrich Bredy et Mayerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires, et à la prochaine pour un nouveau rapport de situation.